Bienvenue à ce webinaire initialement prévu à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, qui a été reporté du fait de la grève des médecins le 29 avril. C'est un sujet essentiel lié à la vaccination pour protéger durablement la santé de tous. C'était une préoccupation cette année encore pour l'URPS Médecins que de consacrer du temps, un temps privilégié d'information et d'échange autour du nouveau calendrier vaccinal pour cette année 2025. Nous aborderons ensemble les évolutions majeures introduites cette année, des nouveaux vaccins disponibles, nouvelles recommandations concernant les tranches d'âge et les populations particulièrement ciblées. Nous traiterons aussi de la vaccination des seniors face au vieillissement de la population et aux défis sanitaires que cela implique. Il est primordial de renforcer notre attention sur cette thématique afin d'améliorer la couverture vaccinale et de prévenir les risques infectieux chez les personnes âgées. Pour nous apporter leurs expertises essentielles sur tous ces sujets, nous avons le plaisir d'avoir comme intervenant Madame Aurélie Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien conseil de santé publique à l'Agence régionale de santé. Tout à fait. Nous avons également à ma gauche le docteur Jean-Luc Delaban, Bonjour. généraliste. À Bordeaux, absolument. Et Élu du RPS. élu de RPS médecin. Et à distance, Jean-Louis Koch, professeur Jean-Louis Koch, bonjour. Bonjour. Fondateur de mesvaccins.net, avec qui nous travaillons de longue date sur ces sujets de vaccination. Je vous rappelle que nous avons la possibilité nous sommes là, également pour répondre à vos questions. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le bouton. Décidément, on est lâché un petit peu par la technique. Sur le bouton Q&R, questions-réponses, que vous avez en bas ou en haut de votre écran en fonction de votre navigateur. Voilà, le bouton questions-réponses qui vous permet de poser des questions qu'on va prendre au fil de l'eau ou en tout cas à la fin de cette intervention pour pouvoir reprendre vos différents éléments et y répondre avec nos différents experts. On démarre avec vous, Aurélie Fischer, sur ce nouveau calendrier vaccinal. Alors oui, donc le nouveau calendrier vaccinal que vous avez certainement vu avec la carte simplifiée qui a été revue cette année pour faire apparaître différentes vaccinations. Alors il y a pas mal d'évolutions sur la personne âgée. Jean-Louis Koch qui y reviendra tout à l'heure, mais quand même pour souligner qu'il y a actuellement une campagne de Covid-19 qui a démarré là en avril et qui se terminera en juin et qui concerne les personnes très âgées, les 80 ans et plus, et les résidents d'EHPAD, l'USLD et les immunodéprimés. Il y a aussi eu des évolutions sur la vaccination VRS avec une indication chez les 75 ans et plus. Donc là, il y a 3 nouveaux vaccins qui seront accessibles prochainement. Il y a aussi surtout, vous avez certainement entendu parler, la vaccination contre le pneumocoque avec le Prévenir 20, avec un élargissement du coup de l'indication pour le pneumocoque à tous les 65 ans et plus. C'était seulement les personnes comorbides qui étaient ciblées par cette recommandation jusqu'à présent. Donc là, voilà, c'est un schéma une dose. Donc ça simplifie largement le schéma vaccinal dans cette population. Et voilà, ça permet aussi d'avoir finalement, dans cette tranche d'âge, une lisibilité vraiment plus importante des vaccinations à réaliser. Avec le Zona aussi, voilà, il ne faut pas l'oublier, qui était déjà recommandé en 2024, mais là où on a le remboursement du vaccin maintenant qui est effectif. Donc vraiment, le nouveau vaccin, le vaccin Shingrix, que vous pouvez voilà, prescrire de manière voilà, sans problème puisqu'il est remboursé. Au nouveau calendrier vaccinal disponible sur l'ensemble des plateformes, notamment le site de l'ARS. On reviendra après sur toutes les ressources disponibles. Quand vous parliez souci technique qui allait passer les slides suivants, la vaccination, donc les recommandations particulières pour les IMM. Oui, là, c'est vraiment je pense le point phare de ce nouveau calendrier vaccinal et je pense que c'est vraiment important qu'on en parle aujourd'hui. La vaccination contre les IM voilà, a été élargie.
du fait en fait de l'épidémiologie actuelle hein, qu'on a en France métropolitaine et sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine également, on a constaté une forte augmentation en fait des infections invasives à méningocoques sur l'année 2024. Déjà, ça avait commencé et ça s'est accéléré au début 2025. Donc, on a eu sur le début d'année 2025 beaucoup plus de cas qu'à la même période en 2024. Donc, ce qui a conduit du coup la HS à se prononcer sur des nouvelles recommandations et au ministre de la Santé aussi de proposer un rattrapage transitoire. Alors, qu'est-ce qui a changé en fait? Donc, on avait cette vaccination contre le méningocoque C qui est remplacée maintenant par la vaccination ACWY et à celle-ci s'ajoute la vaccination contre le méningocoque B. Donc, en fait, ce sont des vaccinations qui sont maintenant obligatoires hein, chez le nourrisson et jusqu'à 2 ans. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, il faut absolument que l'ensemble des nourrissons puissent recevoir les 2 doses pour la vaccination ACWY et les 3 doses pour le méningo B. Sachant que si un enfant a déjà reçu une dose de C, il doit seulement recevoir une seule dose. Entre 1 et 2 ans, par contre, c'est une seule dose hein, de ACWY. C'est toujours 3 doses par contre de méningo B. Et donc, le ministre de la Santé a aussi proposé un rattrapage transitoire jusqu'à 4 ans révolus, hein, c'est-à-dire jusqu'au 5e anniversaire pour les enfants, donc une dose ACWY et 2 doses de B. Par ailleurs, je vous rappelle la recommandation entre 11 et 14 ans pour le ACWY, avec un rattrapage jusqu'à 15-24 ans. Et pour le B, on n'a pas de vaccination entre 11 et 14 ans, mais on a un rattrapage transitoire qui doit être fait chez les 15-24 ans, parce que c'est vraiment la population chez lesquelles on observe l'incidence la plus forte hein, de ces infections invasives à méningocoque, qu'elles soient B ou ACWY. On en profite pardon, pour prendre quelques questions qui arrivent en cours de route justement sur ces recommandations. En cas de rattrapage, c'est ça, docteur Delaban sur Oui. Si la question qui est posée, vous avez expliqué que c'était jusqu'à 5 ans, enfin, jusqu'à l'anniversaire des 5 ans. Quel est le risque si c'est fait au-delà de cette date? Alors, le risque, il n'y a pas de remboursement déjà, c'est pas recommandé au calendrier vaccinal, il n'y a pas de remboursement du vaccin du coup qui sera réalisé entre 5 et 11 ans. Et par ailleurs, en fait, ça n'a pas été proposé dans cette tranche d'âge du fait de la faible incidence des infections invasives à méningocoque dans cette tranche d'âge et le fait qu'en fait, il y a par rapport au rattrapage, du coup, enfin, par rapport à la recommandation qu'il y a entre 11 et 14 ans, voilà, il n'y a pas de doctrine en fait sur finalement est-ce qu'on doit faire le rattrapage à 11 et 14 ans si par exemple on vaccine à 10 ans. Voilà, il n'y a pas de consensus actuellement sur cette façon de faire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Et On peut par ailleurs, ajouter je voudrais aussi rajouter pour que le... l'immunité ne dure pas vraiment suffisamment longtemps. Donc, si vous vaccinez, par exemple, à 9 ans, finalement, quand ils arriveront à 15 ans, ils auront une immunité qui sera insuffisante, On va quand même en faire. alors qu'ils seront dans la tranche d'âge la plus à risque. Oui, Jean-Louis, c'est ce que j'allais dire. Il y a une autre raison aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet altruiste du vaccin comme pour le méningocoque CWY, qui nous permet de... Vous m'entendez? Oui, 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 très bien. ouais. Ouais, voilà, Peut-être, donc on va... Pardon. Jean, tu développes l'effet altruiste. Peut-être tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire que quand on vaccine contre le méningocoque ACWY, on protège la personne vaccinée, mais on empêche aussi le portage du méningocoque et donc la contamination d'autres personnes, ce qui fait qu'on a un effet de levier supplémentaire en termes de protection et un bénéfice accru. Alors que pour le méningocoque B, eh bien, on ne protège que la personne vaccinée, on ne protège pas l'entourage. On n'empêche pas le portage et la transmission de méningocoque B à d'autres personnes. Donc évidemment, l'intérêt est limité, plus limité de ce point de vue. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé chez les 11-14 ans, en fait, le méningocoque B. Il n'y a pas d'action sur le portage, effectivement. Donc, nous avons vu ces recommandations plutôt pour les jeunes. Jean-Louis Queux, que vous interveniez, on continue avec vous justement sur la vaccination des seniors. Quelles sont les Très principales bien, bon, ben, recommandations?
On va faire ça avec des exemples tirés du carnet, hein. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais aller sur peut-être cet onglet. L'idée est donc de pouvoir directement nous montrer des cas d'usage qui ont été préparés, des En fait, je situations n'ai de pas préparé patients. grand-chose, hein, mais on va faire ça en direct. Vous voyez mon écran? Non, Bah, là, Ah, elles sont listées, là, les vaccinations qui sont vraiment à ne pas oublier aussi le DTP chez la personne âgée. ben, là, vous voyez pas alors mon écran. Non. Pourtant, on me dit que je suis en train de le partager. Bon, je vas-y, vais c'est bon, ça y l'arrêter et est. partager tout l'écran. Si, Ça y est, Bon, ça y est, c'est bon, ça y c'est est. bon. C'était Ah, bon, c'était bon? Jean-Louis. Flûte, bah, j'ai Ouais, arrêté. pardon. Bon, ben, je vais recommencer. Ça ira peut-être plus vite la deuxième fois. Vous me dites si c'est bon. C'est bon. Oui, Alors, bon, donc je rappelle qu'en Nouvelle-Aquitaine, tous les médecins ont un accès à cette application, le carnet de vaccination numérique professionnel. Et là, vous avez finalement deux outils qui vous permettent d'avoir une aide à la décision. Un outil intégré au carnet de vaccination numérique. Donc, si vous créez un carnet, vous allez avoir cet outil qui vous permettra de savoir si la personne est à jour, pas à jour, et ce qu'il faut faire pour la mettre à jour. Et puis, vous avez un outil qui s'appelle Mentor Pro qui permet de faire une évaluation très rapide sans créer de dossier, sans enregistrer de données. Donc, on va voir les deux. Là, je prends un exemple, l'exemple de Jean Elderly. Bon, c'est une personne qui est âgée de 77 ans et puis qui a un certain historique vaccinal, donc qui a reçu des doses. On peut indiquer juste une dose, la dernière dose des TCP, par exemple ici un Boostrix Tetra, avec l'information qu'il s'agit d'un rappel qui a été, puisqu'on a coché la case rappel, et puis d'autres vaccinations. Et en fonction de ces informations, on va calculer un statut vaccinal. Donc on va prendre en compte le type de vaccin, les intervalles entre les doses, enfin tout ce qui peut avoir une influence sur le statut vaccinal et les besoins vaccinaux de la personne. Donc là, pour une personne de 67 ans, il faudrait la vacciner contre le pneumocoque avec le vaccin Prévenir 20, mais on voit que cette vaccination n'est pas encore remboursée. Là, on n'a pas indiqué de facteur de risque particulier. Effectivement, c'est ça la nouvelle recommandation, c'est toutes les personnes qui sont âgées de 65 ans et plus. Et à chaque fois, il y a une petite flèche si vous voulez en savoir plus. Donc là, on a la justification. Et là, on explique pourquoi c'est pas encore remboursé, qu'il faut encore attendre l'établissement d'un prix. On a aussi les éléments qui ont poussé la commission technique des vaccinations à recommander cette vaccination, même sans facteur de risque, à partir de l'âge de 65 ans, et tous les textes afférents qui sont directement cliquables pour pouvoir y accéder. Infection invasive à la Euh, question, je donc pense. ici, on a d'autres maladies à prévention vaccinale, par exemple le zona. Donc là, le zona, bien pareil, on va voir la justification et les explications. Là, pour le coup, le vaccin est bien remboursé. Le VRS, on précise bien que cette recommandation ne sera effective que lorsque le vaccin sera remboursé. Et là aussi, on a les explications. Donc, le VRS, c'est à partir de l'âge de 75 ans. Le Zona, c'est aussi à partir de l'âge de 65 ans, comme le pneumocoque, ou à partir de l'âge de 18 ans en cas d'immunodépression. Donc, même principe, et on a à chaque fois la justification, les vaccins utilisables, éventuellement qui peut vacciner. Bon, les médecins peuvent toujours vacciner, donc là, il n'y a pas de problème. Et puis, les prochaines vaccinations à prévoir. Donc là, par exemple, on voit que il y aura la grippe saisonnière à partir de mi-octobre. On peaufinera la date quand on l'aura. On a les vaccins disponibles à chaque fois, mais là, d'ailleurs, cette liste va évoluer parce que maintenant, il y a deux nouveaux vaccins qui sont recommandés, notamment après 65 ans, un vaccin avec adjuvant, le Fluad, ou un vaccin euh, euh, plus dosé en antigène, qui est le Flucelvax, et donc on va avoir ces informations-là qui vont être également intégrées euh, au carnet de vaccination numérique. Et puis la Covid également à faire en même temps que la grippe. Et puis on a les vaccinations à jour avec la date des prochaines doses. Donc c'est pas toujours évident parce que comme il y a un recalage sur les âges fixes, par exemple, une personne qui a été vaccinée à 69 ans, la prochaine dose c'est à 75. Si elle a été vaccinée à 70, on va attendre 80.
Bon, donc, c'est pas tous les 20 ans ou tous les 10 ans à partir d'un certain âge. C'est un peu plus compliqué que ça. Et tout ça, c'est pris en compte par l'outil de la décision. Ça vous évite de faire des calculs et en même temps, bon, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais vous avez un guide qui vous permet de savoir en tout cas ce qui est prévu, avec à chaque fois les justifications. Donc, si après on peut, ben, tout ça est modulable en fonction du profil santé. Donc là, par exemple, vous voyez que le pneumocoque, il n'est pas encore remboursé. Non. Mais si j'ajoute un diabète, par exemple un diabète non équilibré par le régime, eh bien d'abord on va voir en bleu la condition qui détermine la recommandation. Donc là, on a une justification supplémentaire de la vaccination contre le pneumocoque, qui va être d'ailleurs expliquée ici. Hein. Le diabète augmente la gravité des infections, l'infection pneumocoque risque de déséquilibrer le diabète. Et on peut aussi prendre en compte des éléments concernant les vaccins reçus. Si par exemple, la personne a reçu une séquence, bon, je ne veux pas le faire là parce que pour aller plus vite, mais si elle a reçu une séquence Prevnar 13 Pneumovax, eh bien, le Prevnar 20, il faudra le faire 5 ans après le Pneumovax. Si c'est juste une dose de Prevnar 13, eh bien, il faudra attendre 1 an avant de faire le Prevnar 20. Bon, tous ces délais qui ne sont pas toujours évidents à maîtriser sont pris en compte également par l'application. Mais on ne se contente pas de dire faites ceci, faites cela. À chaque fois, on explique pourquoi. Euh, eh bien, il faut faire la vaccination tout de suite ou il faut la reporter plus tard. Donc voilà Juste- pour le... Justement, Jean-Louis, je t'interromps Oui, parce qu'on a une question, si tu peux développer un peu plus. Donc, au sujet de la vaccination pneumocoque, on nous demande, y a-t-il un risque particulier à administrer une dose de Prévénard 20 au lieu du 13? Et peux-tu bien préciser, tu l'as fait, mais un peu plus dans le détail, quelles sont les séquences entre le 13, le 20, le pneumovax, comment on fait en fonction des antécédents vaccinaux sur ces molécules? alors s'il n'y a pas d'antécédent, bon, on fait uniquement le Prevnar 20. S'il y a un 13, que du 13 ou que du Pneumovax, à ce moment-là, on attend 1 an pour faire le Prevnar 20. Et s'il y a la séquence qui était recommandée auparavant, c'est-à-dire Prevnar 13, puis Pneumovax, à ce moment-là, on fait le Prevnar 20 5 ans après le Pneumovax, parce que cette séquence complète garantit une protection suffisante qui est à peu près équivalente à celle du Prevnar 20. Et Donc, donc on tout est ça, d'accord, le Prevnar 13 n'existe plus et n'a plus de raison d'exister. alors il existe notamment pour l'enfant, Oui, avec Le le 15. Vaxneuvance, hein, qui est préféré parce qu'il y a 2 valences de plus, mais il existe quand même, hein, et il est toujours autorisé. Donc, certains l'utilisent encore, mais enfin, normalement, on ne devrait plus l'utiliser, effectivement. Il vaut mieux utiliser le vin parce qu'on a une couverture sérotypique beaucoup plus large. d'accord. Je pense que c'était le sens de la question, hein. Donc, on est bien d'accord, il n'y a pas de risque à mettre le 20 à la place du 13. Au contraire, il n'y a que des avantages, hein. Au contraire, il n'y a que des Voilà, avantages. Bah, le seul d'accord. risque, c'est que le patient ne soit pas remboursé s'il n'a pas de facteur de risque parce que c'est pas encore remboursé. Voilà, c'est le seul risque. Vous voyez, si je dis par exemple qu'on a ajouté un Prevnar 13 aujourd'hui à cette personne, eh bien, automatiquement, dans le statut vaccinal, eh bien, on va recalculer la date du prochain vaccin contre le pneumocoque, c'est-à-dire le Prevnar 20, mais dans 1 an. Donc, les dates sont automatiquement prises en compte et donc recalculées. C'est la même chose pour le zona. Bon, par exemple, ici, on a vu qu'il fallait le vacciner contre le zona. Imaginons, alors vous tapez zona dans le profil santé et vous mettez un antécédent de zona. Et la personne a eu en zona, par exemple, le 1er février 2025. Mais à ce moment-là, si je vais sur le statut vaccinal, on voit que le zona, il faudra le faire plus tard, parce qu'il faut attendre 1 an entre l'épisode de zona et la vaccination par Shingrix. Et si vous voulez savoir pourquoi, ben vous avez la justification. Bon, Alors, à d'abord, ce le fait propos, d'avoir eu un... Oui, non, je te recoupe puisqu'on est sur le zonage. J'ai aussi une question. Est-ce que les personnes qui ont été déjà vaccinées avec Zostavax, on doit les revacciner avec le Shingrix? Et si oui, pourquoi? alors, eh bien oui, il faut les revacciner parce que le Zostavax, il est beaucoup moins efficace. Et donc, il faut effectivement les revacciner si on veut qu'ils aient une meilleure protection. Oui. Quel Là est le aussi, c'est quelque délai? chose. Oui, il faut respecter 1 an.
Faut Oui, respecter un an c'est la même légalement. chose, c'est le même délai Mm. que par rapport à un épisode de zona. Ici, pour l'épisode de zona, puisqu'on est dessus, on voit d'abord que le risque de survenue d'un zona, il est plus important quand on a déjà eu un épisode, d'une part. Et par contre, le vaccin sera plus efficace si on attend un an par rapport à l'épisode de zona. Donc, on a les raisons qui expliquent et qui sont justifiées ici pourquoi il faut attendre un an. Et donc, si au lieu de mettre un épisode de zona comme je l'ai mis ici, je vais enlever mon épisode de zona là, et je vais dire qu'il a eu un Zostavax, ben, je peux faire la même chose, hein. Donc, on va rajouter, mettons qu'il a eu un Zostavax, par exemple, le 14 octobre 2024. Donc là, je vais mettre un Zostavax. Donc, je vais l'ajouter. Et bien, automatiquement, je vais effectivement avoir dans mon statut vaccinal le calcul. Ben, là, il faudra le faire dans 4 mois. Il faut attendre un an par rapport aux Zostavax. Voilà, Alors donc oui, tout ça, tu et peux oui, préciser aussi, c'est qu'effectivement, il y a l'intérêt aussi de cet outil, c'est que ça renvoie à un rappel quand il faut faire justement le vaccin, alors que c'est pas encore l'échéance. Voilà, une fois que c'est l'échéance arrive, la personne reçoit un rappel alors je sais plus si c'est par mail ou SMS, tu vas nous dire, mais oui, par mail. Donc là, on voit effectivement, par exemple pour la grippe, eh bien, quand ce sera le moment, un mois avant, la personne va recevoir un rappel. Euh, donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, ben, tout ça, on peut le faire alors très rapidement. Si vous ne voulez pas créer de carnet, mais que vous voulez avoir une réponse rapide, vous pouvez utiliser Mentor Pro. Donc, si vous utilisez Mentor Pro, je vous montre, c'est très simple. Ben, si vous avez une personne, par exemple, de 70 ans, sexe, audit vaccinal, et d'emblée, vous avez la liste de ce qu'il faut faire. Et après, là, vous pouvez aussi, de manière très simple, rajouter des vaccins reçus. Si votre question, c'est sur le pneumocoque, est-ce que la personne a reçu un pneumovax? Ben, mettons qu'il a reçu donc là, j'ai mis 70 ans, mettons qu'à 60, par exemple, 69 ans, elle a reçu un pneumovax, par exemple, hein. Eh bien, je vais l'ajouter, je vais avoir mon audit vaccinal. Là, en l'occurrence, ça fait un an, donc on vaccine tout de suite avec le Prévenir 20. Mais comme il n'y a pas de facteur de risque, bah, c'est pas remboursé. Mais si je rajoute un facteur de risque, pour changer, on va mettre une biothérapie, par exemple. Donc, biothérapie, audit vaccinal, hop, ben là, c'est remboursé, donc j'ai plus pas encore remboursé qui est affiché. Donc, ça vous permet d'avoir des réponses très rapides à vos questions. Voilà, donc merci Jean-Louis pour donc toute la démonstration de cet outil d'aide à la prescription vaccinale, parce que c'est de ça dont il s'agit. Avec ces deux modalités, soit on a effectivement un carnet numérique qui est créé au nom du patient et avec tout son suivi dans le temps, soit cette aide rapide avec quelques critères essentiels, cliniques ou en tout cas de l'individu. Je reviens vers vous, Aurélie. Dans une question, quel est l'intérêt de vacciner aux âges indiqués plutôt que de vacciner à un an d'intervalle? un an À un Un intervalle fixe, intervalle. pardon. Alors, l'intérêt de vacciner aux âges fixes, non, c'est plutôt l'inverse, c'est ça? Et l'intérêt de vacciner aux âges indiqués sur le calendrier vaccinal et où toutes les indications que vous avez données, plutôt que d'avoir un intervalle fixé à l'avance, si la question... Oui, c'est Ouais. ça. Je pense que, enfin, je ne suis pas sûre d'avoir compris vraiment le sens de la question, mais Moi, ce qui moi, je est, pense savoir si vous voulez, hein. Je je sais. voulais dire d'abord, c'est que l'intérêt du calendrier de la carte vaccinale simplifiée, c'est que les âges fixes permettent de se retrouver finalement assez facilement sur les vaccinations qu'il y a à faire à ces moments-là, dans cette tranche d'âge-là, quand par exemple si on prend les 11-13 ans. Donc ça, moi je pense que de manière, pour se souvenir bien de ce qu'il y a à faire, je pense que c'est vraiment, c'est ça l'intérêt d'avoir ces âges fixes. Après, c'est par rapport à ce que vous disiez, Jean-Louis, je pense, sur le fait d'attendre un certain nombre, les 10 ans, en fait, finalement, si on vaccine à 69 ans, bah, finalement, on ne va pas vacciner à 75, mais plutôt à 79 ans pour le DTP. Oui, c'est parce qu'il faut respecter ces intervalles dans le sens où eh ben, c'est la durée de l'immunité qui est pour cette vaccination-là. Et du coup, ce n'est pas la peine de vacciner tous les 5 ans. Effectivement, faut attendre 10 ans.
Enfin, là, en l'occurrence, non. Justement, ce que recommande le calendrier, c'est de vacciner plutôt pour recaler aux âges fixes. Donc, je comprends la question, c'est-à-dire qu'au lieu de faire tous les 20 ans, on dit, bah, par exemple, une femme qui a été vaccinée à 39 ans, on la vaccine à 45, alors que normalement, si c'était tous les 20 ans, ce serait à 59. Donc, je comprends la question. C'est vrai que d'un point de vue biologique, ce serait plus logique de faire tous les intervalles fixes. Pourquoi là? Mais c'est ce qu'a dit Aurélie, hein, c'est que c'est des points de repère. Donc, on a estimé que c'était plus facile. Ah, d'accord. Mais quand même, il faut reconnaître que ça complique un peu les choses à cause de ces règles de recalage. Parce que pour faire la gymnastique, ah oui, alors 41, je vais pas faire 45, je vais faire 65, 38, je vais faire 45. Finalement, c'est pas forcément plus simple. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui ont reçu pour différentes raisons des vaccins aux âges qui ne sont pas prévus. Bah, une femme enceinte, par exemple, elle est vaccinée contre la coqueluche. Bah, quand elle est enceinte, on ne choisit pas d'être enceinte à 25 ou 45 ans. Oui, donc merci d'avoir Oui, nous merci avoir aidé à avoir une d'avoir telle reprécisé, lecture. parce que j'avais l'impression que vous disiez l'inverse tout à l'heure, Oui, donc du coup, je- Non, 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 je ne disais pas l'inverse, je disais que, mais j'ai peut-être été un peu vite, hein, je suis désolé, mais je disais que justement, l'outil prenait en compte les recalages, parce que c'est ce qui est recommandé aujourd'hui, mais en même temps, c'est vrai que quand on doit le faire soi-même, la gymnastique, c'est pas évident, et on peut se poser, et je pense que c'est la question du médecin, c'est pourquoi est-ce que on ne fait pas un intervalle régulier? Bon, c'est la raison qu'a oui. donnée Aurélie, mais c'est vrai qu'on a le droit de la critiquer, hein. Non, mais le calendrier apporte effectivement une pédagogie qui est partagée par tous, une simplicité de calcul en se basant sur des âges bien déterminés. Une dernière question. Elle est plus générale. Je rassure, hein, il y a eu des questions qui sont d'ordre plus général ou des vaccins qu'on n'a pas encore évoqués, donc On on les aborde un petit peu posera plus tard. voilà, plus tard. Donc, on avance. On était donc sur la ressource, notamment mesvaccins.net, qui vous est disponible et gratuitement pour les médecins de Nouvelle-Aquitaine, grâce notamment à l'URPS Médecins et au partenariat avec mesvaccins.net, avec le soutien aussi de l'Agence régionale de santé. Aurélie Fischer, il y a d'autres outils qui sont mis à disposition des professionnels. On est une fois de plus dans les outils pratiques, hein, aujourd'hui, des réponses pratiques, les outils pratiques qui sont à disposition. Je vous laisse nous les présenter rapidement. Alors oui, effectivement, nous, on essaye au maximum de vous aider de cette pratique. On a, pour nous aider, l'Omédit Vaccination Nouvelle-Aquitaine qu'on finance sur ce sujet, qui aussi met énormément d'outils à disposition sur leur site internet. Donc, je vous conseille d'y aller. Puis, vous avez évidemment le site Vaccination Info Service aussi, où vous trouverez beaucoup d'outils. Alors nous, chaque année, on profite de la Semaine européenne de la vaccination pour encourager tout l'ensemble de nos partenaires à faire des actions, et on propose aussi des supports pour ce faire. Et donc cette année, on a mis en place les cafés info vaccination avec des outils à disposition, un guide pratique sur comment organiser un café vaccin, un guide d'entretien pour aider le professionnel qui fait l'entretien à être voilà, aiguiller l'entretien, et un formulaire à remettre au patient avec les vaccinations qu'il a à faire. Donc là, on est assez satisfait parce qu'on a eu pas mal de partenaires qui ont joué le jeu dans la région pour la Semaine européenne de la vaccination. Et l'Omédit, voilà, de son côté aussi, produit des jeux et des quiz que vous pouvez télécharger sur leur site. Et puis, ils ont produit sur leurs réseaux sociaux des quiz en ligne avec des réponses post-sève pour améliorer les connaissances des professionnels. Après, on parlait de la vaccination des seniors. Donc, en plus de la carte simplifiée, voilà, qui reprend l'ensemble des vaccinations dans toutes les tranches d'âge, là, vous avez une carte simplifiée qui a été produite par Santé publique France chez les seniors. Donc, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité pour cette tranche d'âge. Et vous avez des mémos vaccination de l'Omédit, là, qui s'adresse vraiment aux professionnels que vous êtes, qui reprend soit pour chaque pathologie, hein, grippe, Covid, VRS, Zona et le pneumocoque qui est nouveau. Après, ils ont fait un mémo senior qui reprend l'ensemble des vaccinations dans cette tranche d'âge. Après, ils ont fait, voilà, sur la femme enceinte, on a des supports intéressants de Santé publique France pour la coqueluche, les 5 bonnes raisons de se faire vacciner. Il y a aussi, au niveau de l'Omédit, un mémo grossesse qui reprend l'ensemble des vaccinations, comme le support qui vient de produire la HAS d'ailleurs. Et un mémo VRS avec les vaccinations de la femme enceinte maintenant par le VRS, ainsi qu'un flyer pour les parents qui peut, comme ça, vous pouvez utiliser pour remettre, voilà, si les parents sont indécis sur cette vaccination.
chez les adolescents, vous avez les supports de Santé publique France et 5 bonnes raisons de se faire vacciner pour HPV, l'hépatite B et la rougeole. Et d'autres supports au Médit sur les infections invasives à méningocoque qui sont très bien faits aussi. Je vous conseille d'aller les voir. Il y a aussi sur la partie HPV un site Nouvelle-Aquitaine qui Oui, avait été fait tout par à l'ARS fait. l'an Il y a un dernier à site, l'occasion de la campagne de spécifique. vaccination en collège, hein, Oui. avec tout un tas de ressources, de vidéos aussi pour la conviction des adolescents et souvent des parents sur Effectivement, je l'ai pas l'intérêt de la cité, mais il y a vaccination ce site avec un ensemble de HPV. questions-réponses, des vidéos, vous en avez parlé, des flyers. Oui. Je vous arrête, on est sur les adolescents parce qu'on a une question justement sur comment on organise dans le même temps d'âge les vaccinations à la fois HPV et contre les méningocoques. Qu'est-ce qu'on peut faire en même temps, les intervalles, s'il faut faire à la fois le méningocoque, les deux méningocoques et les deux gardes d'asile. Comment on organise ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça fait une courte période, hein, à partir de 11 ans, où il y a beaucoup de vaccins administrés. Est-ce qu'il y en a qui peuvent être faits ensemble ou quel intervalle on doit respecter entre? Ils peuvent être faits, enfin, tu me diras, Jean-Louis, si je me trompe, mais pour moi, ils peuvent être faits ensemble, le Nimenrix, les méningos, le méningo ACWY, HPV et DTP à entre 11 et 13 ans. Oui, Et après, le rattrapage à hépatite B dans un deuxième... pardon, pas hépatite B, méningo B dans un deuxième temps à partir de 15 ans. Oui. d'accord. Donc on peut faire dans le même temps l'ACW, DTP le DTP et HPV. et La HPV. première dose d'HPV, puis la deuxième dose D'accord. 6 mois Donc plus ça tard. fait 3 piqûres au même moment. Oui, c'est possible. Oui. 3, ça va, on évite. 4, ça fait beaucoup. 3, ça va encore. 3, ça, oui. D'accord. Après, pour une meilleure acceptabilité peut-être espacée, faire prioritairement peut-être des TP méningo et HPV un peu plus tard. Voilà, parce que la question, personne qui a posé le vaccin, c'est pour ça que j'insiste un peu, dit moi j'en fais 2 max à chaque fois, donc elle peut en faire 3. Elle peut. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'on fait sur un deltoïde, on en fait 2 à 2,5 cm d'intervalle, et l'autre sur l'autre deltoïde. C'est possible. Une autre question sur le vaccin des nourrissons. Alors, effectivement, sur les nourrissons, donc j'ai peut-être passé un peu trop vite, mais il faut remplacer la vaccination méningo-C par la vaccination méningo-ACWY. Donc, si l'enfant n'a pas reçu de dose encore de méningo-C, il faut faire 2 doses ACWY. Si par contre l'enfant a reçu une dose de méningo-C, il faut faire une dose d'ACWY. Oui, et on peut ajouter que maintenant, enfin, même s'il a reçu 2 doses de méningo-C, il faut faire aussi quand même le ACWY, un rattrapage. Et après, s'il a déjà reçu et qui est en rattrapage entre 2 et 5 ans. Dès qu'on peut, en Juste fait. Hein, ouais. pour C'est rassurer une dose par contre, c'est pas 2 doses. pour rassurer Oui. nos auditeurs, je pense que notre prochain Actu Vaccin de l'URPS sera autour donc de la vaccination des infections invasives à méningocoque, parce que vous le voyez, beaucoup de choses ont changé et il y a beaucoup de voilà. Alors c'est là qu'un outil comme vaccin.net prend tout son sens pour aider à la décision. On essaiera de vous faire au-delà du petit tableau très intéressant qu'Aurélie a projeté tout à l'heure, mais de vous faire un petit récap en fonction de qui a eu quoi et à quel âge et comment il faut faire, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué l'affaire. Justement, on parlait des ressources. Je reviens vers vous, Aurélie, hein, mais les vaccins.net, du coup, en est où, Jean-Louis Queuc, je reviens, Aurélie. Bien, bon, je pense qu'on a pas mal progressé. Alors, on a beaucoup travaillé sur le logiciel de gestion de centre de vaccination parce qu'il est utilisé dans la campagne de vaccination contre le méningocoque B, contre le papillomavirus, mais aussi effectivement contre le méningocoque B. Je pensais à l'épidémie à Rennes. On a mis en place cet outil.
Le carnet lui-même évolue. Alors, il évolue pour pouvoir permettre l'alimentation du DMP. Et donc, pour la première fois, le ministère de la Santé semble soutenir l'initiative, puisqu'on pourrait finalement aider les petits éditeurs à alimenter le DMP via notre carnet. Donc, ce serait une sorte d'élément intermédiaire qui faciliterait l'alimentation du DMP sans effort pour les éditeurs, notamment les petits éditeurs ou dans le monde médico-social. Par exemple, Parce dans que les justement, EHPAD. ça fait partie des questions qui arrivent à quand justement un accès intégré à notre logiciel métier de ce type de logiciel mesvaccins.net. Donc là, il y a des perspectives qui se profilent. Il y a des perspectives. Alors, on a introduit un nouveau système d'intégration au logiciel métier, dit par lien contextuel, qui permet en fait d'embarquer les données d'identité du patient dans le lien pour créer automatiquement un carnet. Donc, ça, avec beaucoup moins d'efforts pour les éditeurs. Donc, on espère que les éditeurs vont s'approprier ce mécanisme. C'est déjà fait pour certains systèmes d'information hospitaliers, notamment Dedalus. Dedalus, c'est DXCare, c'est la PHP à Paris. Et donc, eux ont déjà décidé d'intégrer ce lien. J'espère que les logiciels médicaux vont le faire aussi. L'autre nouveauté Et, aussi, c'est que notre nomenclature des vaccins maintenant est reconnue internationalement. On a un accord avec Snowmed City pour un usage gratuit à l'international. Je rappelle que cette nomenclature permet en fait de représenter tous les types de vaccins, y compris des vieux vaccins, des vaccins génériques ou des vaccins réalisés à l'étranger. Là où on a fait aussi une autre nouveauté, c'est que maintenant le patient peut ajouter les photocopies de son carnet de vaccination dans le carnet et les partager avec le médecin. Et la suite, hein, c'est qu'à partir de ces scans de carnet, on va automatiquement peupler le carnet avec des données numérisées grâce à un système d'IA générative. En l'occurrence, on va utiliser le système français Mistral, qui est plus performant que ChatGPT pour cette tâche-là. Donc ça veut dire que vous scannez votre carnet et immédiatement, vous avez la liste des codes NUVA avec les intitulés des vaccins en numérique qui sont enregistrés. Donc ça va faciliter considérablement la conversion papier numérique. Et puis derrière, donc la décision. Et puis là où on a fait des progrès, c'est également dans les tableaux de bord. On a mis en place des tableaux de bord dans différents contextes. Et ces tableaux de bord, je pense, vont être particulièrement utiles pour les CPTS qui veulent mettre en place des programmes de vaccination. Je peux vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer le tableau de bord pour le méningocoque B à Rennes. Vous avez dû entendre parler de ça. Très rapidement, je vais partager peut-être tout l'écran, ça sera plus simple. Vous voyez mon écran? oui. Voilà, et bien ici, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est un tableau de bord de suivi d'une campagne de vaccination. Il y a plusieurs centres de vaccination qui vaccinent au fur et à mesure. Ici, on a le nombre de patients enregistrés, le nombre de vaccinations effectuées. Et puis là-dessus, on peut faire des requêtes en langage naturel. Par exemple, quelle est la couverture vaccinale contre telle maladie, de tel âge à tel âge, ou utiliser des requêtes préenregistrées. Donc là, on a un système assez puissant pour le suivi des données qu'on utilise également pour la campagne de vaccination dans les collèges. Bon, voilà en gros les nouveautés actuelles. Une autre petite nouveauté, c'est que on peut imprimer, quand on imprime l'historique vaccinal avec un PDF, mais vous verrez si vous le faites que dans ce PDF, on a donc non seulement on a la liste des vaccins reçus, mais on a aussi le statut vaccinal avec les dates des prochaines doses qui sont inscrites, donc on peut donner aux patients. Et on a aussi cette petite nouveauté, c'est un QR code qui nous permet c'est une carte de vaccination de citoyen européen qui est à la disposition de la personne. C'est pas du tout à des fins de contrôle, mais à des fins de transmission facilitée du carnet de vaccination quand on passe d'un pays à l'autre ou d'un professionnel de santé à l'autre. Il suffit de scanner ce QR code pour récupérer l'historique vaccinal et l'intégrer dans son logiciel métier. Donc toutes les Donc ça, dimensions de c'est une nouveauté traçabilité qu'on a qui mise en... sont toutes les Oui, dimensions de traçabilité qui sont essentielles. Merci Jean-Louis. Il faut qu'on continue. Il y avait quand même une question oui, toujours sur désolé, le coût un peu long. d'accès à mesvaccins.net et notamment à Mentor Pro. C'est gratuit une fois de plus pour les médecins de Nouvelle-Aquitaine. Donc allez-y, c'est disponible pour vous. Je reviens vers vous, Aurélie Fischer, parce qu'on a listé tout un tas de ressources, hein, vous les avez listées, mais Oui, un il y des en a points d'autres, hein. essentiels, c'est aussi Il y la en a motivation. plein d'autres, Il hein, y en a, j'ai oui, mis les principales qui me semblaient par rapport à l'actualité, mais
Mais effectivement, sur les sites que je vous ai cités tout à l'heure, il y en a beaucoup d'autres. Et on a donc ce point quand même aussi, au-delà d'avoir des outils à disposition, c'est comment je convainc mon patient, Voilà. toute la dimension motivationnelle. Et là, vous proposez un élément assez essentiel qui est un webinaire sur l'entretien motivationnel adapté à la vaccination. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les messages généraux ne convainquent pas et que c'est vraiment un message individualisé qu'il faut avoir. Et ça, vraiment, le professionnel de santé et le médecin en particulier a toute sa place pour arriver à convaincre les hésitants. Il faut adapter le message en fonction de la personne, en fonction du vaccin même. Et finalement, il faut avoir adopté par rapport aux personnes très hésitantes une attitude particulière. Donc, c'est des clés un peu à apprendre et donc, il faut avoir une attitude positive, ouverte, d'égal à égal, sans jugement. Il faut valoriser la personne, lui donner des informations factuelles. Enfin, c'est des clés un peu comme ça qui sont, quand on est formé aux entretiens motivation, on apprend à acquérir. Et donc, c'est ces clés-là que moi, j'aimerais vous présenter parce que les entretiens motivationnels, ça a montré vraiment que c'est une action probante. Il y a, pour modifier le comportement de la personne et en plus, elle perdure dans le temps. C'est aussi des techniques qui sont utilisées sur d'autres sujets, comme l'addictologie, les addictions ou des sujets comme ça. Et au Québec, ils s'en sont vraiment bien emparés, hein. Il y a un programme qui a été mené auprès des jeunes parents dans les maternités il y a quelques années et qui a montré une augmentation de la couverture vaccinale chez les enfants. Et désormais, toutes les maternités proposent ces entretiens motivationnels aux parents. Et en France, il y a une expérimentation aussi qui a été menée par l'ORS PACA et qui a montré la même efficacité. Et en fait, voilà, donc nous, ce que je vous propose, c'est un webinaire assez rapide, un peu comme là, on a ici d'1 heure, où seront présentés ces entretiens motivationnels. Donc, retenez la date, ce sera le 14 octobre 2025 à 12h45. Hein, c'est une annonce en primeur je vous fais. On n'a pas encore envoyé les invitations, mais il y aura le professeur Arnaud Gagneur, qui est pédiatre chercheur à l'Université de Sherbrooke du Canada, qui était responsable du programme EMI, et le docteur Pierre Verger, qui est directeur de RSPACA, qui a mis en place le programme Motivac Mater. Donc voilà, je pense que ce sera intéressant et pour vous surtout d'acquérir un peu, de mieux comprendre ce qu'est l'entretien motivationnel et acquérir les clés, les premières clés pour les décliner avec vos patients. Merci beaucoup là-dessus. Donc, vous disiez beaucoup de ressources. Vous avez notamment un flash actu vaccination régulier au niveau de l'ARS, qui recense les actualités, les informations, les alertes, etc., auxquelles peut s'abonner une fois de plus tout médecin, tout professionnel de santé qui est intéressé, si jamais il ne le reçoit pas. Donc, pour N'hésitez vous pas inscrire. à vous demander de vous inscrire, oui, sur cette actualité. Vous avez aussi justement les webinaires, soit qui ont lieu dans la région ou au niveau national, les webinaires en ligne en lien avec la vaccination ou des formations aussi locales ou autres. Je me tourne vers vous, docteur Delaban. Vous recensez un peu toutes les questions nombreuses qui arrivent. On va les reprendre, hein, bien évidemment. Oui. L'URPS médecin reste fortement mobilisé sur le sujet de la vaccination, avec, donc, on disait, mesvaccins.net et le point qu'a fait tout à l'heure Jean-Louis Queuc, mais il y a aussi tout un travail qui a été réalisé par la commission prévention, les équipes techniques sur des articles sur le site ActuVaxi, web. voilà. Donc, des articles que vous pouvez retrouver sur notre site, dont on fait la promotion aussi dans le journal, et puis systématiquement qui arrivent en newsletter. L'idée qu'on a pris, c'était d'essayer un peu de suivre l'actualité et puis de découper, non pas par vaccin, mais par tranche d'âge, hein, ou par pathologie. Donc, on avait fait un focus sur les 65 ans et plus, hein, où on en a reparlé là, mais pourquoi cet âge-là? Parce que c'est un âge critique avec de l'actualité. Il y a bien sûr le rappel diphtérie, tétanos, etc. et coqueluche. Il y a la possibilité, alors j'en profite pour répondre à des questions, de proposer le zona. Alors on a eu comme question, est-ce que ça a du sens de proposer la vaccination contre le zona à tous les gens âgés? Bah oui, hein, vous comme moi, vous avez eu des patients qui ont eu un zona et c'est pas toujours facile à supporter et pas toujours sans séquelles. Donc, je crois qu'il y a du sens à le proposer du moment qu'il est remboursé maintenant à tous les 65 ans et plus. Il y a le pneumocoque, hein, donc avec cette nouvelle recommandation,
on en a parlé, du Prévénar 20, et donc le remboursement, pas le remboursement, c'est une comorbidité ou pas, c'est à vous de voir, hein, mais c'est quand même intéressant, et encore plus s'il y a des comorbidités. Et, donc, il y avait une actualité, donc vous retrouverez celles-là qui ont déjà été faites. Après, il y en a sur les vaccinations et les gens porteurs de maladies chroniques, les vaccinations et les gens porteurs de déficit immunitaire. Et la prochaine, hein, qu'on va faire sera donc sur les infections à pneumocoque, hein, parce que on l'avait pressenti, et puis je crois que les questions que vous posez le montrent aussi, et c'est un peu compliqué entre le rattrapage, les nouvelles choses, les tranches d'âge, avec quoi on peut le faire, comment on peut le mélanger. Tout ça nécessite qu'il y ait, au-delà de ce qu'on vous a dit aujourd'hui, peut-être des documents, une mise au clair au travers donc nos moyens de communication à l'URPS médecin. Vous avez sur l'écran là le QR code qui s'affiche, qui est le lien vers le site de l'URPS Médecin, qui vous amène justement sur toutes ces rubriques Actu Vaccin qui sont à disposition avec les différents articles évoqués. D'autres questions avant qu'on passe à la dernière séquence? Ou alors j'ai des questions un peu multi-vaccins, hein. Par exemple, comment fait-on? J'ai un confrère ou une consoeur qui, par rapport au vaccin HPV, hein, remarque qu'il y a beaucoup d'ados qui lui arrivent à 15 ans et qui n'ont eu qu'une dose. Ils ou elles n'ont pas eu les doses de rappel. Je dis elles parce que malheureusement, il y a quand même toujours plus de filles que de garçons de vaccinés. Et comment on peut faire avec 2 doses, et jusqu'à quel âge? Alors, je crois que la recommandation vient d'un peu changer. Je ne veux Ouais. pas parler avant Aurélie. Et quel remboursement? Alors, s'il y a eu une dose avant 15 ans, il faut faire la deuxième dose. Voilà, dès que possible. Ça, il n'y a pas de souci. Après, s'il a eu 0 dose, ben, il faut faire les 3 doses entre 15 et 19 ans. Mais prochainement, vient d'apparaître en fait un avis de la HAS pour étendre jusqu'à 26 ans la vaccination HPV chez les garçons et les filles. Mais pour l'instant, c'est pas, voilà, c'est pas encore effectif. Donc, pour l'instant, on reste sur les 19 ans. Tant qu'au niveau national, c'est pas inscrit au calendrier, on reste sur les 19 ans. Bon, mais très vite, ça sera possible jusqu'à 26 ans, et Oui, ce probablement sera remboursé une fois rapidement. que la Il n'y a l'HAS. pas de problème de remboursement sur ce vaccin jusqu'à 19 ans. Ouais. Voilà. Alors, zone à personnes âgées. Donc, après, j'ai le rattrapage HPV. Donc, on vient d'en parler. Alors, il y a une petite question d'information parce que certains ont dû lire le DGOS. Qu'est-ce qui se passe sur le vaccin chikungunya qui a, si j'ai bien compris, été suspendu pour l'instant? Alors bon, c'est vrai qu'en métropole, on le pratique pas tous les jours, mais on en est où exactement? Il n'y a pas de recommandation déjà chez les voyageurs par rapport à cette vaccination. C'était une vaccination, voilà, proposée pour les personnes résidant à La Réunion. Effectivement, il y a eu 3 événements indésirables graves, dont un décès chez des personnes avec des comorbidités voilà, assez âgées. Donc, ils ont préféré effectivement suspendre la vaccination avec ce vaccin, ou restreindre, en fait, restreindre les indications. Il me semble que c'est pas totalement suspendu. Jean-Louis, je crois, tu peux peut-être Non, ouais, préciser, parce que je crois que c'est pas totalement oui. suspendu. Non, non, c'est suspendu chez les 65 ans et plus. Oui, voilà. Par contre, ça reste recommandé chez les moins de 65 ans avec comorbidité. Comorbidité, oui, c'est ça. Problème, en fait, c'est un vaccin vivant et donc chez les personnes immunodéprimées, il y a un risque qu'on appelle la maladie vaccinale, hein, et qui effectivement, des cas sont survenus chez les personnes très âgées, hein, au-delà de 80 ans, donc qui étaient certainement immunodéprimées. Très Et c'est une cause immunodéprimé. d'immunodépression qu'on a un peu négligée. Enfin, en tout cas, qu'on n'a pas. Ça montre d'ailleurs que, bon, il ne faut pas se précipiter pour étendre les nouveaux vaccins à toutes les professions, hein. C'est que c'est bien là, ça doit rester. Là, on a d'emblée impliqué les pharmaciens par commodité. Pour le coup, ça aurait été bien de laisser ça aux médecins dans un premier temps, parce qu'on voit que c'est quand même assez délicat à manier, ce genre de vaccin. Et puis par ailleurs, il faut quand même rappeler que le chikungunya a fait quand même quelques décès aussi. Oui, oui, Pour mettre en Oui. balance. c'est sûr. Alors après, j'ai plusieurs questions.
qui sont un peu des réactions d'étonnement sur les multidoses qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, là, j'ai une question qui est plus une affirmation. On peut faire 3 vaccins pour les ados en même temps, mais les études montrent une diminution de la réponse immunitaire. Oui, non? Pas Alors, ma connaissance. d'une manière générale, on peut associer tous les vaccins inactivés. Lorsqu'il s'agit de vaccins vivants, on recommande un intervalle d'1 mois entre 2 vaccins vivants, parce qu'il peut y avoir des mécanismes d'interférence liés à la production d'interférons, notamment. Mais pour les vaccins inactivés, on peut le faire. Alors, quand on a fait des études, dans certains cas, on a pu observer euh, que bien telle valence, par exemple, hépatite B et Gardasil 9, ou avant le Zostavax et le pneumocoque, bon, on a pu observer des petites baisses d'immunité pour une valence, mais non significatives, c'est-à-dire en ne compromettant absolument pas la protection. Donc, cliniquement, ces différences qui peuvent exister ne sont pas significatives du point de vue de l'obtention d'une protection. Elles ne justifient pas de ne pas associer les vaccins. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour et qu'on peut aborder notre dernier chapitre. Dernier chapitre qui voilà, concerne un sujet d'importance aussi, c'est vous, en tant que soignant, est-on vacciné? Question qui vous est posée. On aurait pu faire un sondage en ligne, mais le temps ne nous est pas toujours très propice de ce côté-là. Qui est parmi vous à jour de toutes ces vaccinations? Est-ce que c'est le cas pour nous tous autour Ça de fait la table? l'écho à une question. Qu'est-ce qu'on en sait les uns les autres? Le débat s'ouvre là entre vous. Que sait-on aujourd'hui de la vaccination des soignants en France et son influence sur la vaccination des citoyens? Alors, moi, j'ai déjà une question. Pour nous, médecins, doit-on faire des vaccins méningocoques? Alors, c'est pas, Vu l'âge où finit les c'est études, pas recommandé, mais c'est vrai qu'on observe quelques cas chez la personne plus âgée avec les sérotypes Y. Donc, si par précaution vous préférez, rien ne vous l'en empêche, mais voilà, c'est pas dans les recommandations actuelles. Et puis, il n'y a pas de transmission. Enfin, la transmission est vraiment très limitée de personne à personne. Il faut rester 1 heure en face à face si vraiment on a une infection invasive pour transmettre à l'autre personne le méningo. Alors après, sur la vaccination des soignants, je pense que chacun, effectivement, se doit d'être exemplaire pour arriver à convaincre ses propres patients. Si on n'est pas vacciné, c'est quand même plus compliqué. Il ne faut pas oublier aussi de se vacciner en période par exemple pour la coqueluche, il y a eu des nouvelles recommandations en 2024 parce qu'il y a eu une épidémie. Donc là, les soignants étaient invités à se vacciner s'ils avaient eu un rappel depuis plus de 5 ans. Donc voilà, il y a plusieurs recommandations comme ça qu'on n'a pas forcément en tête quand on est soignant. Donc là, pareil, je vous invite pour vous-même à créer votre propre carnet de vaccination numérique pour savoir si vous êtes bien à jour ou si vous n'avez pas oublié quelque chose d'important. bon, vous l'avez dit, mais on a aussi un devoir de protection de nos patients, c'est-à-dire en particulier grippe Covid. On est quand même le premier vecteur à microbes, probablement, vu ce qui passe dans nos cabinets, et donc un réceptacle. Et donc, il y a quand même un intérêt majeur. C'est un peu les notions qu'évoquait Jean-Louis en début de topo, c'est-à-dire que on ne se vaccine pas que pour se protéger, mais pour un certain nombre de vaccins qui ont cette capacité, c'est aussi pour éviter d'être un réservoir et par là de protéger les autres, nous en tant que patients, mais parfois aussi nous en tant que vivants avec des gens à risque, que ce soit ou des gens âgés ou des gens porteurs de maladies chroniques. Et que ce soit pour son propre entourage familial C'est à ça. risque ou les Oui, patients à risque exactement. immunodéprimés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou comorbides. Il y a beaucoup de patients finalement à risque de complications sur plusieurs pathologies. Donc, effectivement, c'est vraiment important sur la grippe. Vous l'avez dit, les couvertures vaccinales sont très faibles chez les soignants. Elles sont d'environ, allez, on va dire pour être large, 20%.
des soignants vaccinés contre la grippe, hein. C'est vraiment très peu et on sait qu'effectivement que ça se transmet quand même assez On parlait de tous ces patients fragiles. Il y a de leur entourage aussi qui est important de sensibiliser en termes de vaccination, parce que justement, là, peut faciliter les transmissions. Et quelles sont justement les recommandations que vous pouvez avoir les uns les autres sur justement la facilitation pour favoriser la vaccination de tout cet entourage, que ce soit soignants, proches. euh, on en revient un peu au discours motivationnel, certainement, Oui. aux ressources qui sont à disposition. Après, c'est vrai qu'il faut y penser de présenter cette approche. Finalement, vous avez une personne âgée dans votre entourage, pensez à la vaccination grippe. Vous avez un nourrisson dans votre entourage, pensez à la vaccination coqueluche. C'est vrai qu'il faut penser à poser la question. Il faut penser aussi aux aidants, par exemple les femmes, les personnels de ménage qui interviennent au domicile des personnes âgées. Il faut penser à poser leurs questions de la profession, hein, parce que c'est vrai celles-ci sont aussi vecteurs de pathologies de grippe ou de Covid chez la personne âgée. Donc, il faut aussi penser à ces personnels-là. Jean-Louis, tu veux peut-être ajouter des choses sur les façons, Oui, des idées après, non, mais je pour... pense que l'essentiel a été dit. C'est vrai que bon, nous, dans le carnet de vaccination numérique, on affiche cette information pour que les professionnels en prennent conscience. Donc, c'est-à-dire que les risques professionnels sont également pris en compte et on explique évidemment pourquoi il est important d'être protégé contre certaines maladies. Voilà, donc il y a la formation des professionnels, des médecins, il y a la connaissance de son statut vaccinal et la connaissance de ses recommandations. Merci de tous ces éléments. Hein, une fois de plus, à disposition toutes les ressources que vous allez retrouver dans le support qui va vous être mis à disposition avec le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à faire connaître, là encore, Juste, je reviens parce qu'on a une question. J'ai peur qu'on ait mal été compris. Vaccination multiple. Alors, il marque étonnement de vos conseils. Quelques pays d'Europe vaccinent 4 vaccins en une seule fois. On a bien dit que c'était possible. Les médecins d'Infovac privilégient les vaccinations au plus rapide pour éviter les ratés et conseillent un espace de 2,5 cm d'espace entre deux vaccins. C'est bien ce que Jean-Louis, tu as dit tout à l'heure. Et au quotidien, ils vaccinent 3 vaccins en une seule consultation. Donc, on confirme bien tout ça, hein, c'est ce qu'on a Oui, évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas combien cette question, j'ai peur qu'on ait mal été compris. oui, et c'est ça, c'est exactement ce que j'ai dit, hein, donc je confirme, c'est-à-dire que le maximum pour des raisons de tolérance, c'est 4. Ouais, bon, on dépasse pas 4. Après, on est confortable avec 3. Voilà. 3, on peut très bien faire 3 vaccinations le même jour. Et donc, effectivement, comme on n'a que 2 bras et s'il faut faire des injections intramusculaires, ben, sur un deltoïde, on va respecter cet intervalle de 2,5 cm. Bon, j'enfonce le clou parce que si on avait été mal compris, je le redis, mais c'est exactement ce qui vient d'être rappelé. vu la quantité effectivement de questions qui sont posées, de modalités importantes, hein, on va certainement faire une petite FAQ complémentaire sur notre site pour reprendre vos questions et donner des réponses précises, que vous puissiez les avoir. Et là encore, elles seront à disposition pour d'autres. Et puis, là encore, hein, le site mesvaccins.net, Mentor Pro, qui est à disposition et avec toute la base documentaire et scientifique sur les questions que vous pouvez vous poser. On a eu aussi quelques réactions. Bon, l'objectif n'était pas forcément, vu l'heure, qui tourne de redébattre des recommandations et de la pertinence des recommandations HAS, etc. Mais vous avez là encore sur le site de mesvaccins.net toutes les sources scientifiques, les études d'impact, etc., qui sont à disposition sur les différents vaccins. Donc, voilà, je vous rappelle que donc, ce webinaire sera en replay d'ici quelques jours. N'hésitez pas à le transmettre à vos consoeurs et confrères. Je vous rappelle aussi l'invitation du 14 octobre 2025 à 12h45, mais on vous renverra
des invitations d'ici là pour participer à ce webinaire sur l'entretien motivationnel. Merci de cette proposition. Je pense que c'est un élément important. Voilà, moi je tenais, on arrive au terme de l'heure prévue pour ce webinaire, à remercier aussi Arlie Communier pour la préparation de fond de tout ce dossier et l'alimentation notamment de la rubrique Actu Vaccin sur le site internet de l'URPS Médecins. Merci aussi à Marjorie Martin et Margot Espine pour les actions de communication et assurer la régie de ces webinaires. Très bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire ensemble. Merci Jean-Louis Koch, merci Aurélie Fischer, Merci à vous. Jean-Luc Delavant. Merci, au revoir, bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.